Le premier jour où mon grand-père décida d'arroser ma petite fleur, ce fut comme si mon âme était arrachée de mon corps encore vivant. Je sentis chaque goutte de sang se figer en glace dans mes veines tandis qu'il verrouillait la porte derrière nous. Le bruit de la clé tournant résonnait comme une sentence de mort. L'air devenait lourd, presque pâteux, pénétrant à peine mes poumons, mélange de terre humide, d'engrais chimiques et de peur, qui coulait sur ma peau comme une sueur glaciale. Sa main, ridée, calleuse et dure comme une griffe, pressait mes épaules avec une force laissant des marques violacées que je cachais pendant des semaines. Son souffle mêlait tabac, cognac bon marché et cette odeur putride de décomposition intérieure, et venait me frôler la nuque tandis qu'il murmurait. « Allons arroser ta petite fleur, Médonie », disait-il, avec cette voix douce qui se délecte de la terreur d'autrui. La même voix qui, quelques heures plus tôt, donnait des ordres aux ouvriers et échangeait avec le curé à l'église, sortait maintenant comme un liquide visqueux dans mon oreille. Là, dans ce petit enfer de verre illuminé par le soleil, j'étais moins importante que ces roses primées. Je fermais les yeux si fort que je voyais des étoiles, souhaitant que mon corps disparaisse, se transforme en fumée, en terre, en n'importe quoi plutôt qu'en chair de fillette de 10 ans. Les larmes que je ne pouvais verser brûlaient à l'intérieur, s'accumulant dans un endroit profond qui, aujourd'hui encore, n'a jamais vraiment séché. Tandis que ses mains parcouraient des chemins interdits sur mon corps, j'apprenais la première et la plus cruelle leçon de ma vie. Dans ce monde, les monstres n'ont ni griffes ni dents pointues. Ils portent un nom respecté, une poignée de mains fermes et un portrait accroché au mur du salon. Ils ne se cachent pas sous le lit, mais derrière un patronyme prestigieux et un compte en banque garni. Et pire encore, tout le monde fait semblant de ne rien voir. Tout le monde se tait. Tout le monde baisse la tête. Je n'avais que 10 ans. Mais ce jour-là, j'ai vieilli d'un demi-siècle à l'intérieur, sachant que je devais être comme une mauvaise herbe que personne ne parvient à tuer. Plier sans se briser, résister sans montrer, attendre le moment pour germer entre les fissures de ce pouvoir qui semblait invincible. Aujourd'hui, j'ai 70 ans, et mes mains tremblent encore quand je repense à ce jour. Les médecins disent que c'est le Parkinson, mais je sais que c'est la peur qui est restée en moi, comme une graine dormante. Certaines choses, même le temps ne les efface pas. Il nous apprend seulement à les porter. Je suis assise sur la véranda de ma maison à Saint-Florent-le-Vieil, entourée de plantes que j'ai récoltées, classifiées et soignées toute ma vie. Je suis considérée comme l'une des plus grandes spécialistes des plantes indigènes de France. 3 espèces portent même mon nom. Ce que personne ne soupçonne, c'est que mon amour pour la botanique est né de la haine la plus profonde que j'ai jamais ressentie. Je suis assise sur la véranda de ma maison, au cœur de la campagne française, entourée de plantes venues de toutes les régions. Et vous, dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et si une plante ou une fleur vous ramène à votre enfance. J'aimerais imaginer qui se trouve de l'autre côté de cet écran. Qui sont ces visages qui écoutent cette vieille femme remuée par d'anciennes cicatrices? Ce que je vais raconter maintenant, je l'ai presque toujours gardé pour moi. C'est l'histoire d'une petite fille façonnée comme une jeune plante, mais qui, au lieu de flétrir, a poussé tordue et solide, jusqu'à fissurer le béton qu'on voulait poser sur elle. Mon grand-père prétendait avoir la main verte, capable de faire fleurir n'importe quelle plante. Ce qu'il ne disait jamais, c'est que ses mêmes doigts pouvaient briser les fleurs qu'il n'aurait jamais dû toucher. Mais j'ai su lui faire payer. J'ai retourné sa propre science contre lui. J'ai cultivé un fléau qui a détruit tout ce qu'il aimait le plus. Certains me jugeront cruel en entendant cette histoire. D'autres comprendront que chaque plante se défend comme elle peut. Avez-vous déjà ressenti cette peur qui paralyse, qui assèche la bouche et affaiblit les jambes, qui donne envie de disparaître, de se transformer en fumée? C'est ainsi que j'ai vécu une grande partie de mon enfance et de ma jeunesse. Non pas pour ce qui arrivait chaque jour, mais pour ce qui pouvait survenir quand le maître du domaine, mon propre grand-père, m'appelait pour l'aider dans sa serre. Un homme respecté de tous, créateur des roses les plus belles et les plus prestigieuses de la région, primé dans les expositions. Mais derrière cette renommée se cachait un monstre qui ne montrait ses griffes que lorsque personne ne regardait. La serre, source de sa fierté, était devenue mon enfer personnel. C'est là aussi que j'ai compris qu'on trouve parfois un moyen de rendre justice. Je suis née en 1939 dans un grand domaine près de Bruyères-sur-Loire. Ma mère est morte en me donnant la vie. Je n'ai jamais connu son visage, si ce n'est par une photo jaunie que mon père gardait toujours dans sa poche. On disait qu'elle était belle. Elle avait les yeux sombres comme les miens et aimait chanter en cueillant des fruits dans le verger. Mon père, Lucien, travaillait comme contremaître dans le domaine de son propre père.
Un homme grand aux épaules larges, mais qui se flétrissait peu à peu, buvant pour oublier sa tristesse. Il passait plus de temps en compagnie de la bouteille d'eau-de-vie qu'avec moi. Je crois que me regarder lui faisait mal, car tout le monde disait que j'étais le portrait craché de ma mère. Le domaine où je suis née et où j'ai grandi appartenait à mon grand-père, Armand Noirterre. C'était un endroit immense, avec des vignes à perte de vue, des champs de blé, des écuries remplies de chevaux et, pour lui, la plus grande collection de roses rares jamais vues dans la région. Mon grand-père était reconnu dans tout le département comme un maître de la rose. Il exportait pour des clients fortunés du monde entier. Il avait même des contacts en Russie. Il était souvent interviewé par des journaux et des revues spécialisées. En ville, tout le monde levait son chapeau à son passage. Il ressemblait presque à un seigneur d'autrefois. Personne n'osait contrarier M. Noirterre. Notre famille ressemblait à un puzzle auquel il manquait des pièces. Mon père travaillait pour son propre père, mais vivait constamment humilié par lui. Mon grand-père ne lui pardonnait pas d'avoir épousé une jeune femme simple, fille d'ouvrier agricole. Et après sa mort, il semblait le blâmer encore pour cela. Nous avions un autre parent, ma tante Joséphine, la sœur de mon père. Elle était restée célibataire et vivait dans le manoir, s'occupant de la maison. C'est elle qui prit le plus soin de moi quand j'étais toute petite. Mais elle est morte de la tuberculose alors que je n'avais que 6 ans. C'est à ce moment-là que je me suis sentie encore plus seule dans cette immensité. La propriété de mon grand-père ressemblait à un petit village. Au sommet de la colline se dressait le manoir tout blanc, avec des volets bleus et une véranda qui en faisait le tour complet. C'est là qu'il vivait avec son épouse, Madame Isabelle, une femme mince au regard triste qui parlait à peine. En bas, près des écuries, se trouvaient les maisons des ouvriers et des domestiques. De petites maisons simples en pierre apparente, toutes identiques, alignées côte à côte. C'est dans l'une d'elles que je vivais avec mon père. Mais l'endroit le plus impressionnant du domaine était la serre, ou plutôt les serres, car il y en avait plusieurs. La principale était plus grande que le manoir, entièrement en verre vert et en fer forgé importé d'Angleterre, comme mon grand-père le racontait fièrement aux visiteurs. À l'intérieur se trouvait son trésor, des centaines de roses rares de toutes sortes et de toutes couleurs, chacune plus belle que l'autre. Depuis toute petite, je n'avais pas beaucoup d'amis avec qui jouer. Les autres enfants du domaine devaient aider leurs parents ou s'occuper de leurs frères et sœurs. J'ai donc passé la majeure partie de mon enfance seule, inventant mes propres jeux. Comme je n'avais ni poupée ni jouet, j'ai commencé à jouer avec ce qui était gratuit, les plantes. Je ramassais des feuilles tombées, des fleurs, des brins d'herbe et des brindilles, et je constituais ma propre collection. Je notais tout dans un petit carnet usé qui avait appartenu à ma tante Joséphine. Je ne connaissais pas vraiment le nom des choses. Alors, j'inventais, fleurs à pois violets, herbes qui piquent, feuilles que de chat. Sans le savoir, je commençais mon premier herbier, à la manière rustique d'une petite fille de la campagne. Celle qui m'a donné un peu d'instruction fut Madame Colette, l'épouse de Monsieur Pierre, le contremaître qui travaillait avec mon père. Elle avait été institutrice avant de se marier. Elle savait donc bien lire et écrire. Les après-midi où elle le pouvait, elle m'enseignait les lettres, me faisait copier l'alphabet et me donnait des textes à lire. C'est grâce à elle que je n'ai pas grandi analphabète comme la plupart des enfants du domaine. Mon père, lui, s'en souciait guère. Il pensait qu'une fille n'avait pas besoin d'instruction. Pourquoi faire? Tu vas te marier et avoir des enfants. Tu dois savoir cuisiner et laver le linge, pas lire des livres, disait-il, les rares fois où il me parlait sans être ivre. C'est quand j'ai eu 8 ans que mon grand-père a commencé à me prêter attention. Jusque-là, je n'étais qu'une enfant de plus courant librement dans le domaine, sale, les cheveux en bataille, portant des vêtements rapiécés. Mais ce jour-là, il m'a vu cueillir des fleurs près de la serre principale. Il a arrêté son cheval, est descendu et est venu me parler. Je me souviens encore de la frayeur que j'ai ressentie en voyant cet homme grand, à la moustache grisonnante, se tenir devant moi. « Que fais-tu avec ces fleurs, petite ?» demanda-t-il. Je lui ai montré mon petit carnet, tremblante de peur de me faire gronder. Mais au lieu de me disputer, il a souri. Un sourire étrange, qui n'atteignait pas ses yeux. « Je vois que tu t'intéresses aux plantes. On dirait que tu tiens de ton grand-père. Veux-tu connaître ma collection de roses ? À l'époque, j'ai cru avoir gagné à la loterie. Aucun enfant du domaine n'était invité à entrer dans la serre. C'était un lieu presque sacré, interdit. Seuls les employés de confiance et les visiteurs avaient ce privilège. J'ai couru le dire à mon père, mais il était ivre-mort sous un pommier.
Je l'ai alors raconté à Madame Colette, qui a pris un air étrange. « Tu es sûre que ton grand-père veut te montrer ses roses ?» demanda-t-elle, un pli d'inquiétude sur le front. Je n'ai pas compris à l'époque pourquoi elle n'était pas heureuse pour moi. Ce n'est que des années plus tard que j'ai saisi le sens de ce regard. Le lendemain, habillée de ma robe la moins délavée, je suis allée retrouver mon grand-père à la porte de la serre principale. Il m'attendait déjà, avec ce même air de quelqu'un sur le point de révéler un trésor caché. Quand il a ouvert la porte, j'en ai eu le souffle coupé. Je n'avais jamais vu autant de belles fleurs réunies. Des roses de toutes tailles et de toutes couleurs, certaines si délicates qu'elles semblaient pouvoir se briser rien qu'en les regardant. L'odeur était douce, mêlée à celle de la terre humide et de l'engrais. La lumière traversait les vitres, créant un éclat presque magique. « Viens, je vais te montrer mes préférés », dit-il en prenant ma main. C'était la première fois que je sentais cette main rugueuse, calleuse à force de manipuler la terre et les outils. J'ai passé presque une heure à l'écouter énumérer le nom scientifique de chaque plante, d'où elle venait, et combien de temps elle mettait à fleurir. Il parlait avec fierté, comme si chacune avait été créée de ses mains à partir de rien. « Celle-ci vaut plus que le salaire annuel de ton père », disait-il en désignant une rose pourprée blanche. Il n'en existe que 4 exemplaires dans toute la France. À la fin de la visite, il me tendit une petite fleur tombée d'une plante. « Garde-la en souvenir. Tu pourras revenir un autre jour si tu veux en apprendre davantage. » Je suis sortie de là, flottant de bonheur, sans savoir ce que cette simple invitation allait déclencher dans ma vie. Après cette première visite, j'ai commencé à remarquer des détails étranges autour de moi. Les femmes du domaine me regardaient autrement. Quand je passais, elles interrompaient leur conversation et me fixaient avec un mélange de pitié et de crainte. Madame Isabelle, l'épouse de mon grand-père, qui me parlait si rarement, m'arrêta un jour près de la fontaine et me tendit un petit chapelet. « Prie chaque jour, petite », murmura-t-elle d'une voix faible. La nuit, je l'entendais pleurer dans sa chambre, puis le bruit du flacon de somnifère qu'elle avalait. À l'époque, je ne comprenais pas, mais elle savait ce qui allait se passer. Il y avait aussi les domestiques qui commençaient à disparaître. Lucie, qui travaillait dans la cuisine et venait à peine d'entrer dans l'adolescence, n'était soudain plus là. On disait qu'elle était partie travailler en ville. Puis ce fut Marie, la fille de Monsieur Bernard de l'Écurie, qui disparut du jour au lendemain. Tout était de jeunes filles à peine formées et, d'une manière ou d'une autre, avaient attiré l'attention de mon grand-père. J'étais une enfant, mais pas naïve. J'ai commencé à assembler les pièces de ce puzzle sinistre. La 3e fois que je suis allée dans la serre, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. En entrant, mon grand-père verrouilla la porte de l'intérieur. Le bruit de la clé tournant dans la serrure me fit frissonner. « Pourquoi fermez-vous à clé ?» ai-je demandé innocemment. « Pour que personne ne nous dérange », répondit-il en glissant la clé dans sa poche. « Ce que tu vas apprendre aujourd'hui est spécial. » Ce jour-là, il parla à peine des fleurs. Il me dévisageait autrement, trop près, ses gestes franchissant les limites pour me montrer les roses. Ses doigts effleuraient mes cheveux, murmurant que je fleurissais joliment. Je sortis de la serre le ventre noué, une amertume étrange, comme si j'avais croqué un fruit immaturé. À partir de ce jour, j'inventais des excuses pour éviter la serre. J'ai mal au ventre, je dois aider Colette, mon père m'a ordonné de rester à la maison. Ça fonctionna quelque temps, mais mon grand-père n'était pas du genre à renoncer facilement. Un après-midi, Charlotte, la fille du jardinier, vint me chercher. « Ton grand-père t'attend à la serre. Il dit que c'est important. » Je n'avais aucun moyen d'échapper à cet appel. J'y allais lentement, comme si je marchais vers mon propre enterrement. Ce jour-là, juste après mes 10 ans, tout bascula. C'est le jour dont je parle au début, celui qui a tout changé, qui a semé la graine de ce que j'allais devenir des années plus tard, le jour où il voulut arroser ma petite fleur pour la première fois. Après cette première fois, tout changea en moi, et autour de moi. Les visites avec mon grand-père se multiplièrent. D'abord 1 fois par semaine, puis 2, puis 3. Il trouvait toujours un prétexte, « Viens voir la nouvelle rose, aide-moi avec ses boutures, je veux t'apprendre un croisement spécial. » Et moi, sans choix, j'y allais. Que pouvais-je faire ? J'avais 10 ans et personne pour me protéger. Au début, il masquait ses intentions. Il prenait ma main pour m'enseigner l'arrosage délicat, passait son bras par-dessus mon épaule pour montrer une fleur en hauteur, frôlait mon corps par inadvertance en circulant dans les allées étroites. Son odeur me suivait partout, tabac à rouler, cognac bon marché, parfum entêtant. Je restais raide, immobile,
respirant à peine, sans oser protester. La peur me paralysait. Avec le temps, ces frôlements cessèrent d'être accidentels. Sa main s'attardait de plus en plus sur mon épaule, glissant le long de mon dos. Il prétendait me montrer comment manipuler les roses les plus fragiles, se tenant derrière moi, tout contre, guidant mes gestes, respirant à mon cou. Il faut être délicate, ma petite Sidonie, comme le vent qui effleure une fleur, murmurait-il. Dans ces instants, sa voix changeait, devenant plus grave, plus rauque, et un frisson désagréable me parcourait le ventre. C'était une peur pure, limpide comme de l'eau de source. Chaque fois que je rentrais chez moi après ces moments, je frottais ma peau dans le bain jusqu'à ce qu'elle rougisse. Je voulais effacer son odeur, la trace de ses mains, tout ce qu'il laissait en moi. Mais rien n'y faisait, cela s'était inscrit profondément, comme un lien qui s'accroche à la pierre humide. La nuit, les cauchemars revenaient. Je me voyais prisonnière d'une plante carnivore géante, celle qui se referme sur sa proie. Sauf que cette plante portait le visage de mon grand-père et je ne pouvais crier. Le pire, c'était qu'en dehors de la serre, il restait Monsieur Noirterre, l'homme admiré de tous, le plus grand producteur de roses de la région. Au fait du village, chacun venait le saluer, lui demander conseil pour ses plantes, le remercier pour ses services. Les mères amenaient leurs filles en âge de se marier pour les présenter, espérant un bon mariage. Les hommes d'affaires cherchaient son amitié. Le curé le remerciait pour ses dons à l'église. Et moi, je regardais tout cela en me demandant si je ne devenais pas folle. Comment pouvait-il être le même homme ? Avec le temps, il devint plus audacieux, plus exigeant. Il ne se contentait plus d'effleurements rapides. Il voulait davantage et j'appris à quitter mon corps quand cela arrivait. Je fermais les yeux et m'imaginais être l'une de ces plantes qui replient leurs feuilles quand on les touche. Sauf que ce que je repliais, c'était mon âme. Je laissais mon corps là-bas tandis que mon esprit s'échappait loin. J'inventais des histoires pour m'évader. Je me figurais dans un endroit vaste et lumineux, loin de tout. C'était la seule manière de tenir le coup. Un jour, j'ai tenté de confier mon secret à Madame Colette. Elle était la seule adulte qui me montrait de l'affection sincère. Je rassemblais tout mon courage et commençais, Madame Colette, quand je vais dans la serre, mon grand-père. Mais je ne pus finir ma phrase. Elle posa doucement sa main sur ma bouche, regarda autour d'elle, inquiète, et murmura, « N'en parle jamais, petite, jamais. Personne ne te croira contre lui. Ça ne ferait qu'empirer les choses. » J'ai lu dans ses yeux qu'elle avait compris. Peut-être pas tous les détails, mais suffisamment pour savoir qu'il se passait quelque chose. Et pourtant, elle ne pouvait rien faire. Personne ne pouvait rien faire. J'ai essayé de parler à mon père aussi. Une rare nuit où il était sobre, reprenant courage avec une tasse de café fort après des jours d'ivresse continue, je m'approchai et dis, « Papa, je ne veux plus aller dans la serre avec grand-père. » Il me fixa, les yeux rouges, fatigué de batailles perdues contre l'alcool, et demanda pourquoi. Je me mis à pleurer, incapable de trouver les mots justes. Je ne pus dire que, il fait des choses qui me font peur. Mon père poussa un long soupir las. Ton grand-père est celui qui fournit le pain que tu manges, le toit qui t'abrite. S'il veut t'apprendre ses plantes, tu y vas. Point final. Arrête tes inventions. Le lendemain, il était de nouveau ivre. Plus j'avais besoin de lui, plus il s'éloignait, englouti par l'alcool et sa propre tristesse. C'est à cette période que j'ai commencé à comprendre ce qui arrivait aux autres filles disparues du domaine. Elles ne partaient pas en ville comme on le racontait. Elles étaient renvoyées dès qu'elles montraient les signes d'une grossesse, ce que je compris plus tard. Un jour, près des écuries, j'entendis 2 ouvriers parler sans savoir que j'étais là, ramassant des brindilles. La fille de René du vignoble a aussi été envoyée loin, disait l'un. Elle est enceinte. Le patron a donné de l'argent à son père pour qu'il se taise. L'autre répondit, c'est toujours pareil. Il exploite jusqu'au bout, puis il jette, et personne ne dit rien parce qu'il est trop puissant. Cette conversation me glaça. J'ai compris que je n'étais pas la seule. Depuis longtemps, tout le monde savait ou soupçonnait, mais faisait semblant de ne pas voir. Mon grand-père possédait tout, les terres, le travail des familles, le pouvoir d'expulser quiconque osait se dresser contre lui. C'était comme un dieu maléfique sur ce domaine, et personne n'osait le contrarier. À mon 12e anniversaire, en 1951, il me fit appeler à la serre. Il annonça qu'il avait un cadeau spécial pour moi. Je m'y rendis en tremblant, sachant déjà que dans son langage, cadeau signifiait douleur. À mon arrivée, il était différent, plus ivre que d'habitude.
L'odeur du cognac saturait l'air. Ses yeux, vitreux et luisants, me terrorisaient davantage que jamais. Aujourd'hui, tu es déjà une jeune fille, dit-il en me scrutant de haut en bas. Il est temps d'apprendre des choses plus avancées sur la culture. Il m'emmena dans un coin isolé de la serre où il conservait engrais, fertilisants et insecticides. Il prit un petit flacon contenant une poudre blanche et m'expliqua que c'était un fertilisant rare, très cher, venu d'Allemagne. C'est ce qui rend mes roses plus éclatantes que toutes les autres, dit-il en ouvrant le flacon. L'odeur était entêtante, sucrée et écœurante à la fois. Aujourd'hui, je vais te montrer comment l'utiliser, annonça-t-il. Mais au lieu de l'appliquer sur les plantes, il s'approcha de moi. Ce fut jusqu'alors le jour le plus terrible de ma vie. Je ne peux pas raconter en détail ce qui s'est passé dans cette serre. Certaines choses sont trop dures à mettre en mots, même après tant d'années. Je sais seulement qu'il a utilisé cette poudre blanche sur certaines parties de mon corps, prétendant vouloir me faire mieux fleurir. La brûlure était atroce, comme un feu qui me consumait de l'intérieur et à l'extérieur. J'ai crié, mais il a plaqué sa main sur ma bouche, souillée de fertilisant, m'empêchant de respirer et me faisant vomir. Quand j'ai tenté de m'échapper, il m'a projeté contre la table métallique où étaient posés des pots. Je me suis cogné la tête et mon sourcil droit s'est ouvert sur une entaille profonde. Le sang coulait sur mon visage tandis qu'il restait indifférent à ma douleur. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas seulement mon corps blessé et brûlé par le produit chimique. Une part de mon âme semblait morte sur place. Et pourtant, en même temps, quelque chose de nouveau naissait à l'intérieur. Quelque chose de dur, froid et déterminé, comme une graine qui ne peut germer que lorsque sa coque se brise. Dans cette douleur extrême, alors que je croyais que j'allais mourir, j'ai senti une haine immense surgir en moi, presque effrayante. Une haine qui m'a donné la force de supporter, de survivre et de planifier. Quand il eut fini et me relâcha, je tombai sur le sol de la serre, sans force, comme un sac de pommes de terre. Il s'essuya les mains sur un chiffon, comme s'il venait simplement de manipuler la terre, sans aucun remords. Il me regarda, étendu là, et prononça la voix la plus glaciale que j'ai jamais entendue. « Si tu parles à quelqu'un, je t'arracherai comme une mauvaise herbe. Personne ne croira une gamine insignifiante contre moi. Et même si on te croit, ça ne changera rien. Cette terre m'appartient. Tous dépendent de moi. Toi, tu n'es qu'une herbe au bord du chemin. » Puis il sortit, me laissant saignante, sale et brisée. Chaque fois que je revis ces souvenirs, mes mains tremblent comme ce jour-là. Partager cette histoire fait mal, mais je sais qu'il existe d'autres petites filles fleurs qui souffrent encore dans des serres à travers la France. Si mon récit touche votre cœur, vous pouvez soutenir notre travail en appuyant sur le petit bouton en forme de cœur sous cette vidéo. Cela peut être n'importe quel montant, du prix d'un café à ce que votre cœur vous dicte. Grâce à ces contributions, notre équipe parcourt la campagne française pour recueillir les histoires de grand-mères qui, comme moi, ont gardé le silence pendant des décennies. Nous avons besoin de carburant, d'hébergement et d'équipement pour donner une voix à celles qui ont trop longtemps été tues. Si vous ne pouvez pas contribuer, regarder cette vidéo jusqu'au bout me montre que ma douleur n'a pas été vaine. Je ne sais pas combien de temps je suis restée étendue sur le sol froid de la serre. Lorsque je parvins enfin à me relever, le soleil avait déjà commencé à décliner. Je courus à l'extérieur pour laver mon visage à un robinet, essayant d'effacer le sang séché. Mon sourcil continuait de saigner légèrement et la brûlure était insupportable. J'essayai de dissimuler la plaie sous mes cheveux et rentrai à la maison en traînant les pieds. Personne ne posa de questions en me voyant arriver dans cet état. Pas même mon père, étendu dans le hamac de la véranda, complètement ivre. C'était comme si j'étais devenue invisible ou que tout le monde connaissait la vérité mais préférait faire semblant de ne rien voir. Environ un mois plus tard, je rencontrai celle qui allait transformer ma vie pour toujours, Agathe Prisbois. Elle apparut au domaine un après-midi brûlant, portant un sac de toile rempli d'herbes et de racines. C'était une femme déjà âgée, probablement autour de 60 ans, avec des cheveux blancs bouclés attachés en chignon sur le dessus de la tête. Elle portait une robe en coton simple à motifs et un collier fait de graines et de perles colorées. Elle venait une fois par mois vendre des remèdes naturels et préparer des tisanes pour les habitants du domaine. Ce jour-là, j'étais assise sous un pommier, loin de la maison, essayant d'échapper à la chaleur accablante. La coupure sur mon sourcil était encore visible, en train de cicatriser et terriblement démangeante. Agathe me repéra et se dirigea vers moi. J'avais envie de fuir, de ne parler à personne, mais sa démarche calme et assurée me retint sur place.
Cette cicatrice est vilaine. Petite, dit-elle sans détour. Puis-je regarder? Je ne sais pas pourquoi, mais je laissai faire. Elle examina soigneusement la plaie, sans provoquer de douleur. H.M., elle commence à s'infecter. C'est bien que je t'ai trouvé, murmura-t-elle. Elle ouvrit son sac et en sortit un petit flacon contenant un liquide sombre. C'est de la teinture de propolis avec du millepertuis. Ça va aider à guérir et éviter les vilaines marques, expliqua-t-elle. Elle appliqua un peu de liquide sur ma plaie avec un coton. Au début, ça piqua, puis une agréable fraîcheur s'installa. Tout en soignant ma blessure, elle me regardait d'une manière différente. Ce n'était ni de la pitié, ni de la curiosité. C'était comme si elle pouvait lire à travers moi, discerner les blessures que personne d'autre ne voyait. Puis, d'une voix douce, elle demanda « Qui t'a fait ça, petite ?» Personne ne m'avait jamais posé cette question auparavant. Personne ne s'était réellement soucié de moi. Mes yeux se remplirent de larmes, mais je ne dis rien. Elle n'insista pas. Elle murmura simplement « Je comprends. Parfois, il vaut mieux garder le silence. » Après ce jour, chaque fois qu'Agathe revenait au domaine, elle trouvait un moyen de me croiser. Elle apportait toujours quelque chose, une confiture de courge, un petit ruban pour les cheveux, une graine particulière. Et elle m'apprenait à connaître les plantes, mais d'une façon totalement différente de mon grand-père. Son intérêt n'avait rien de sinistre, il était sincère. Elle voulait vraiment me transmettre son savoir. « Voici de la mélisse », disait-elle en me montrant une feuille parfumée, bonne pour apaiser un cœur inquiet. Et celle-ci, c'est de la citronnelle, sa cousine. Elle agit de la même façon, mais avec plus de force. Un jour, elle me raconta qu'elle avait tout appris de sa propre grand-mère, une femme amenée d'Afrique alors qu'elle était enfant. Sa grand-mère connaissait les plantes de là-bas, mais dut aussi s'adapter à celles d'ici. Elle avait su combiner ses savoirs. Je me souviens d'Agathe, priant sur les plantes avant de les cueillir, demandant la permission et remerciant la nature. Ses yeux brillaient quand elle évoquait sa grand-mère. La connaissance des plantes l'avait sauvée à de nombreuses reprises. Quand rien d'autre n'était possible, elle savait comment soulager une douleur, calmer une fièvre ou aider lors d'un accouchement difficile. Avec le temps, Agathe commença à m'enseigner bien plus que les simples noms des plantes. Elle me montra comment préparer des tisanes, des compresses, des sirops, comment sécher les feuilles correctement et conserver les graines, le tout en secret. Bien sûr, si mon grand-père avait découvert qu'elle me transmettait ce savoir, il l'aurait chassée immédiatement du domaine. Il ne supportait pas que quelqu'un d'autre que lui m'apprenne quoi que ce soit sur les plantes. Il voulait tout contrôler. Lors d'une de ses visites, elle m'apporta un cadeau qui allait bouleverser ma vie. Un vieux livre relié, intitulé Propriétés des plantes françaises, publié en 1937. C'était à mon défunt mari, expliqua-t-elle doucement. Que Dieu repose son âme. Il travaillait avec un docteur à Paris qui étudiait les plantes de France. Il ne me manquera pas, dit-elle. Je connais déjà tout ce qu'il contient par cœur. Maintenant, ce savoir est à toi. Je restai muette. Je n'avais jamais reçu un cadeau aussi précieux, un livre sur ce que j'aimais le plus. Je le cachai dans un petit trou que j'avais creusé sous une planche branlante du plancher de ma chambre. Je ne le sortais que lorsque j'étais sûre que personne ne pouvait me surprendre. Je passais des heures à lire, mémorisant les noms scientifiques, les usages médicinaux et les dangers de chaque plante. Je découvris que beaucoup des herbes qu'Agathe m'enseignait étaient décrites dans le livre avec des dessins détaillés et des explications longues. Mais il y en avait d'autres, venus d'autres régions de France, que même elle ne connaissait pas. Ce livre devint mon trésor, mon refuge. Quand le poids de la réalité devenait trop lourd, je me plongeais dans ces pages. C'est encore Agathe qui, en voyant que je devenais une jeune fille, m'apprit à préparer une tisane spéciale. C'est un secret de femme, dit-elle en me montrant des feuilles séchées qu'elle sortit d'un petit sac fermé par une ficelle. C'est de la rue mélangée à des graines de coton et à d'autres choses dont je ne peux pas te dire le nom. Prends une fois par semaine, toujours après la nouvelle lune, ça te protégera. Ce n'est que bien plus tard que je compris qu'il s'agissait d'une méthode ancienne pour prévenir une grossesse. Elle me donnait la seule protection qu'elle pouvait m'offrir. Un jour, elle me dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. La plante faible se brise sous le vent, petite. La plante forte plie et attend le bon moment pour se redresser. Elle me fixa droit dans les yeux et poursuivit. Tu es plié par le vent maintenant, mais tu ne te briseras pas. Tu accumules de la force pour te redresser au moment opportun. Ce jour-là, je pleurai longuement sur son épaule. C'était la seule fois où j'ai laissé quelqu'un me voir pleurer après ce que mon grand-père m'avait fait.
Avec elle, je n'avais pas à prétendre que tout allait bien. Les visites d'Agathe et les connaissances que j'acquérais grâce au livre devinrent mon seul réconfort pendant près de 2 ans. Dans la serre, les choses continuaient, peut-être même pire qu'avant. Mon grand-père devenait toujours plus violent, plus exigeant. Mais désormais, j'avais un refuge, mon savoir sur les plantes. Je commençais à comprendre l'existence de plantes vénéneuses, de plantes capables de nuire, de plantes invasives qui pouvaient détruire des cultures entières. Et je commençais à rêver d'une manière d'utiliser ce savoir à mon avantage. Quand j'eus 14 ans, en 1953, quelque chose d'encore pire se produisit. Je revenais du ruisseau, portant le linge que j'étais allé laver, quand des voix parvinrent jusqu'à moi depuis le bureau de mon grand-père, cette pièce du manoir où il recevait ses acheteurs de roses et réglait les affaires du domaine. La fenêtre était grande ouverte à cause de la chaleur, sans le vouloir, je surpris leur conversation. C'était mon grand-père qui parlait avec le baron Lefebvre, un voisin, propriétaire terrien, veuf d'une 50aine d'années. « Alors, Lefebvre, que pensez-vous de ma proposition » demanda-t-il. « La fille est en âge. Vous avez besoin d'une nouvelle épouse. J'ai besoin de résoudre sa situation. Je vous offre une dot convenable. Cette parcelle près de la rivière aux pierres que vous convoitez depuis longtemps. » Le baron laissa échapper un rire sec. « Et la fille est jolie. Est-ce qu'elle saura tenir une maison » demanda le baron. Mon grand-père répondit avec cette voix mielleuse que je connaissais si bien. « Elle devient une belle jeune fille. Elle est prête à être cueillie, mais c'est encore une fleur vierge. » Les 2 hommes rirent, reprenant leur conversation sur les détails comme s'ils négociaient le prix d'une vache. Je pris mes jambes à mon cou avant qu'ils ne me remarquent. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Mon propre grand-père me livrait, me vendait à un vieil homme que je connaissais à peine, et il semblait que cela allait se produire très bientôt. Je me réfugiai dans ma chambre, verrouillai la porte et pleurai jusqu'à ce que mes larmes se tarissent. C'était la fin. Si ce mariage se faisait, je n'aurais plus jamais l'occasion de m'échapper. Je serais prisonnière d'un autre homme, loin même des visites d'Agathe, sans aucun espoir. Cette même nuit, j'appris une autre horreur. Mon père était mort depuis plusieurs semaines, et personne ne m'en avait parlé. Je l'entendis par hasard, 2 cuisinières conversant pendant que je puisais de l'eau au puits. « Pauvre Lucien » dit l'une. « Mourir ainsi, tomber dans le vieux puits, ivre, et le patron qui n'a même pas permis un enterrement décent. » L'autre répondit, « Et sa fille ne le sait toujours pas. La pauvre petite point, le patron a interdit à tout le monde de le lui dire. Il ne voulait pas de complications avant son mariage avec le baron Lefebvre. » À cet instant, le monde sembla s'écrouler autour de moi. Mon père, malgré tous ses défauts, était le seul qui aurait pu empêcher ce mariage. Et maintenant il était mort, probablement enterré quelque part sans même une croix. Mon grand-père m'avait sciemment caché cette vérité, éliminant le seul qui aurait pu s'opposer à ses plans, même si mon père ne m'avait jamais vraiment protégé auparavant. Au moins, c'était mon père. Cette nuit-là, plus désespéré que jamais, j'envisageais de me suicider. Je connaissais assez de plantes vénéneuses grâce au livre d'Agathe pour préparer une tisane qui m'aurait fait dormir pour toujours. J'avais même ramassé quelques feuilles de datura au bord du ruisseau. Assise sur le bord du lit, froissant les pages de mon précieux livre de botanique entre mes doigts, je pleurais en silence, planifiant ma fin. Mais quelque chose en moi refusait de céder. Cette graine dure, née le jour de mon anniversaire, semblait maintenant pousser avec une force nouvelle. Non, je ne laisserai pas les choses se dérouler à sa guise. Je ne mourrai pas et ne lui permettrai pas de continuer comme si rien ne s'était passé. Si je survivrais, je l'ignorais encore. Mais qu'il paie pour ce qu'il avait fait, de cela, j'étais certaine. Il me restait seulement à découvrir comment. Tout changea un après-midi d'orage, peu avant la date fixée pour mon mariage avec le baron Lefebvre. Le ciel était noir comme du charbon, et des éclairs zébraient les nuages lourds. Mon grand-père m'avait appelé pour l'aider à fermer les fenêtres de la serre principale afin de protéger ses roses les plus précieuses. La pluie frappait déjà le toit de verre avec un vacarme assourdissant. C'est alors que je remarquai quelque chose d'étrange dans un coin reculé de la serre. Une plante grimpante s'était infiltrée par une fissure entre le verre et la structure métallique. Elle s'étendait déjà à l'intérieur, enserrant l'une des roses les plus rares de la collection. Une rose ancienne, bleu lavande, que mon grand-père disait valoir plus que le salaire annuel de 10 ouvriers réunis. La plante, fine mais robuste, s'enroulait autour de la tige et des feuilles, serrant lentement comme pour l'étouffer. Je n'oublierai jamais la tête de mon grand-père en découvrant cela. D'abord, il pâlit,
Puis ses joues s'enflammèrent de colère. Il saisit un sécateur et se mit à tailler la plante grimpante avec une fureur effroyable, frôlant sa précieuse rose. Maudite mauvaise herbe, crachata-t-il entre ses dents. Une seule graine peut détruire des années de travail, toute une collection. Il coupait, jetait les morceaux au sol et les piétinait, comme s'il pouvait tuer la plante invasive par sa seule rage. J'observais en silence. C'est alors qu'une illumination me traversa, une clarté soudaine, aussi nette qu'un éclair tombant tout près de moi. Cette plante grimpante frêle, si insignifiante à côté de la serre sophistiquée et des roses primées, avait pourtant réussi à pénétrer et à menacer ce que mon grand-père valorisait le plus. La nature fragile peut détruire la plus forte si elle sait comment s'y prendre. À cet instant, un plan commença à germer dans mon esprit. Je n'étais plus la fillette désespérée, rêvant de fuir ou de mourir. J'étais une stratège, observant l'échiquier dans son ensemble. Ne reste pas plantée là comme un poteau, petite. Aide-moi à vérifier s'il y a d'autres traces de ce fléau quelque part. La voix de mon grand-père me ramena à la réalité. J'ai passé le reste de l'après-midi à l'aider à inspecter la serre, à traquer chaque signe de la plante invasive. Mais mon esprit, lui, était déjà loin, planifiant, calculant, explorant des possibilités que je n'avais jamais envisagées. Cette nuit-là, quand le domaine sombrait dans le sommeil, j'ai sorti mon livre de sa cachette et j'ai étudié attentivement le chapitre sur les plantes invasives. Certaines étouffaient les autres plantes, d'autres volaient les nutriments, d'autres encore empoisonnaient le sol. Plus je lisais, plus une conviction s'installait, c'était ma réponse. Je ne pourrais pas affronter mon grand-père directement, il était trop puissant. Mais je pouvais utiliser la nature contre lui, exactement comme il avait utilisé son pouvoir contre moi. Pour cela, il me fallait 3 choses, de l'argent pour fuir, des connaissances plus profondes et du temps. Le mariage avec le baron Lefebvre était fixé dans 3 mois. Peu de temps, mais peut-être suffisant. Le lendemain, je mis mon plan en action. La première étape concernait l'argent. Je savais que mon grand-père gardait une boîte de petites monnaies dans son bureau pour les menus achats et les salaires temporaires. La clé était cachée derrière un tableau, et il pensait que personne ne le savait. Je commençais à prendre de petites sommes, jamais trop pour ne pas éveiller les soupçons. Un jour 1 franc, le suivant 5, accumulant petit à petit. Je cachais l'argent dans un trou que j'avais creusé sous la commode de ma chambre. La seconde étape était plus risquée. Je devais collecter des graines des roses les plus précieuses de mon grand-père. Non pas pour les posséder, mais parce qu'elles deviendraient ma monnaie d'échange, ma dot à utiliser plus tard, pensais-je avec une amère ironie. Quand je mettais le pied dans la serre à présent, je faisais mine d'être docile, moins apeuré. Je laissais mon grand-père croire qu'il avait brisé ma volonté, que j'avais renoncé à toute résistance. Cette illusion le rendait un peu moins méfiant, moins attentif à chacun de mes gestes. Au moment où son attention se relâchait, je prélevais avec précaution les graines des roses les plus rares. Je les glissais dans les poches de ma robe, puis je les transférais dans ma cachette secrète dans ma chambre. La 3e étape de mon plan impliquait Agathe. Lors de sa prochaine visite au domaine, j'ai réussi à trouver un instant seul avec elle, et je lui ai confié une partie de mes projets. Je n'ai pas tout révélé. Je me suis contentée de dire que je devais partir avant le mariage. Elle m'a regardé avec ses yeux sages, ses yeux qui semblaient voir au-delà des apparences, et a hoché la tête. « Il est temps, petite », a-t-elle murmuré. « Mais où irai-je » ai-je avoué. « Je ne sais pas encore, mais n'importe où, loin d'ici. » C'est alors qu'elle m'a offert un souffle d'espoir que je n'avais jamais connu. J'ai un neveu à Grenoble, Julien Brisebois, il travaille comme livreur dans une grande épicerie du centre-ville. Si tu arrives là-bas, cherche-le. Je vais lui envoyer un mot pour qu'il sache que tu pourrais venir. La semaine suivante, j'ai redoublé d'efforts avec Agathe. Maintenant que j'avais un but précis, je voulais tout connaître sur les plantes résistantes et invasives, leur mode de propagation, leur survie dans des environnements hostiles. Elle remarqua mon engouement, mais ne posa aucune question. Elle se contenta de partager l'intégralité de son savoir. Il y a une plante grimpante dans la lande, près du domaine de Monsieur Durand, m'a-t-elle raconté un jour. Les anciens l'appelaient l'étrangleuse. Elle s'accroche aux arbres et les serre jusqu'à les tuer. Elle est si robuste que même le feu ne la détruit pas complètement. La surface brûle, mais les racines restent vivantes et la plante revient encore plus forte. Mes yeux ont dû trahir mon intérêt, car elle m'a observé avec une expression étrange. Mais c'est dangereux, tu sais. Ce n'est pas n'importe qui devrait s'y risquer. Dans les semaines suivantes,
Chaque fois que je pouvais échapper aux corvées et à la vigilance de mon grand-père, je me rendais aux limites du domaine à la recherche de cette plante. Quand je l'ai enfin trouvée, j'ai compris pourquoi Agathe m'avait mise en garde. Elle paraissait innocente, avec ses petites feuilles vert foncé légèrement luisantes, mais sa force était surprenante. Elle s'était enroulée autour d'un vieux chêne d'au moins 20 ans, et déjà, elle semblait l'étouffer peu à peu, serrant le tronc comme une main de fer. Avec précaution, j'ai prélevé quelques graines de cette plante grimpante, en évitant les zones plus anciennes couvertes de petites épines acérées. Je les ai glissées dans un petit sac en tissu qu'Agathe m'avait offert, aux côtés des graines de rose que j'avais déjà récupérées. Mon petit trésor, ma promesse de liberté, grandissait un peu plus chaque jour. Le temps filait à toute vitesse. Bientôt, il ne restait qu'une semaine avant le mariage, et je doutais encore d'avoir assez d'argent ou de voir mon plan réussir. Mon grand-père avait déjà commandé une robe blanche en ville, et le baron Lefebvre venait presque chaque jour au domaine, me fixant de ses yeux humides qui me rappelaient ceux d'un vieux crapaud. Chaque fois qu'il approchait, mon estomac se retournait. La veille du mariage, Agathe est apparue au domaine. Ce n'était pas son jour habituel, ce qui m'a surprise. Elle expliqua qu'elle venait livrer des remèdes à la femme du comte, mais je savais que la vraie raison était de me voir. Nous avons réussi à nous parler en cachette derrière la grange à foin. Ce sont tes mains, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle en prenant les miennes dans les siennes. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Elle sortit un petit paquet de son sac. J'ai préparé ça pour ton voyage, dit-elle. C'était une petite bourse en cuir contenant diverses graines, certaines que je n'avais jamais vues auparavant. Elles viennent de ma Bretagne natale. Certaines sont rares ici et te seront utiles un jour. Puis elle sortit un collier ancien fait de perles sombres, qui avait appartenu à sa propre grand-mère et avait été ramené d'Afrique. Il protège celui qui le porte, murmura-t-elle. Nous nous sommes embrassés longuement, les larmes coulant librement sans honte. Merci pour tout, Agathe, ai-je murmuré entre deux sanglots. Vous m'avez appris plus que tous les autres réunis dans cette vie. Elle tint mon visage ridé entre ses mains. Tu as le don, petite, le même que ma grand-mère. Le don de comprendre les plantes, de leur parler. Ne laisse personne te l'ôter. Utilise-le avec sagesse. Cette nuit-là, je ne dormis pas. J'ai rassemblé mes maigres affaires dans un petit baluchon, 2 changements de vêtements, le livre de botanique avec les graines cachées entre les pages, l'argent économisé, le collier et la bourse qu'Agathe m'avait donnée. J'ai attendu l'aube, sachant que même les chiens du domaine dormaient profondément. Je suis partie sans me retourner, marchant d'abord, puis courant lorsque je fus assez éloignée de la maison. J'avais conclu un arrangement avec Léon, un chauffeur transportant le vin vers Grenoble. Il ne supportait pas mon grand-père depuis qu'on l'avait faussement accusé de vol des années auparavant. Je lui avais donné la moitié de mes économies à l'avance, et il accepta de me cacher dans le chargement. Ne dis à personne que c'est moi, m'avertit-il. Ton grand-père pourrait encore me nuire s'il l'apprenait. Le voyage fut long et inconfortable. Je me retrouvais coincé entre des caisses de vin, chaque nid de poule me secouait brutalement et mon cœur battait la chamade à chaque virage. Et si mon grand-père apprenait ma fuite avant que le camion ne quitte la propriété ? Et s'il envoyait quelqu'un à ma poursuite ou alertait la police ? 1000 inquiétudes traversaient mon esprit pendant ces heures interminables. Mais pour la première fois depuis longtemps, un sentiment inattendu s'est glissé en moi, presque oublié, l'espoir. Nous avons atteint Grenoble en fin d'après-midi. Je n'avais jamais vu une ville de cette taille. Les immeubles, les voitures, la foule pressée dans les rues, tout m'effrayait et me fascinait à la fois. Léon m'a déposé près du marché couvert. Suis cette rue jusqu'au bout, puis prends à droite. L'épicerie de Monsieur Laurent est là. Il m'a expliqué avant de disparaître. Je me suis senti perdu, seul, noyé dans ce flot de bruit et de mouvement. Mais c'était mieux que le domaine. Tout était mieux que le domaine. Après quelques détours, j'ai fini par trouver l'épicerie. Elle était petite mais bien tenue, avec des sacs de haricots et de riz empilés à l'entrée. Et l'odeur du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Je me suis approché de la jeune femme à la caisse et ai demandé Julien Brisebois. Elle me dévisagea, méfiante. Qui le demande ? Quand j'ai mentionné que j'étais la nièce d'Agathe, elle se détendit légèrement et indiqua l'arrière du magasin. Il est là-bas, en train de décharger un camion. Julien Brisebois était grand et mince, la peau sombre, les tempes déjà grisonnantes. Il devait avoir une 40aine d'années. Quand je lui ai expliqué qui j'étais, un large sourire s'est dessiné sur son visage. La nièce d'Agathe ? Elle m'avait prévenu qu'un jour tu pourrais apparaître,
Mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. J'ai raconté ma situation en évitant les détails de ma fuite. Il a compris que certaines choses restaient trop difficiles à évoquer. Le problème, c'est que je vis moi-même dans une petite chambre. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais je connais une dame qui pourrait peut-être t'aider. À la fin de cette journée, Julien m'a conduite jusqu'à une maison modeste dans un quartier éloigné du centre. C'était chez Madame Philomène, une femme d'une 50aine d'années, veuve, qui louait quelques chambres pour compléter ses revenus. Elle a aussi besoin d'un coup de main à la maison, m'expliqua Julien en chemin. Son rhumatisme s'aggrave, elle ne peut plus tout gérer seule. Au début, Madame Philomène m'accueillit avec prudence. Elle était mince, les cheveux châtains attachés en un chignon strict, le regard vigilant derrière de fines lunettes. Mais quand Julien lui expliqua que j'étais la nièce d'Agathe, un petit mensonge improvisé sur le moment, elle se montra plus ouverte. « Tu peux rester dans la petite chambre au fond », finit-elle par dire. « En échange, tu m'aideras pour le ménage et la cuisine, et tu me donneras ce que tu peux, quand tu peux. » Je n'aurais jamais imaginé que cette maison et cette femme allaient bouleverser ma vie. Car Madame Philomène n'était pas une veuve ordinaire. Elle avait été l'épouse du professeur Théophile Vauvet, un botaniste de renom à l'université de Grenoble. La maison débordait de livres, du sol au plafond. Beaucoup portaient sur la botanique et les plantes, exactement ce que je désirais étudier. Les premiers jours, je restais discrète, me limitant aux tâches ménagères, craignant que ma fuite ne soit découverte. Mais la nuit, quand tout le monde dormait, je ne pouvais résister à l'envie de prendre un livre dans la bibliothèque du salon. Je le lisais en cachette, à la lueur vacillante d'une bougie, dans ma petite chambre du fond. C'est lors d'une de ces nuits que le professeur Vauvet m'a surprise. « Que fais-tu éveillée à cette heure, petite ?» demanda-t-il, me faisant sursauter au point que j'ai failli laisser tomber le livre. C'était un homme grand, la barbe grise bien taillée, le regard bienveillant derrière des lunettes semblables à celles de son épouse. Je m'attendais à une réprimande, mais il semblait plus intrigué que fâché. Je lisais, ai-je murmuré en montrant le traité sur la flore française que je tenais. Au lieu de me gronder, il s'assit au bord de mon lit. « Et tu comprends ce que tu lis ? C'est un ouvrage assez avancé. » J'ai répondu que oui, que je connaissais déjà beaucoup de termes grâce à mes études dans un autre livre. Je lui parlais alors du livre Propriétés des plantes françaises que j'avais apporté avec moi. Quand je le lui montrai, il parut impressionné. « C'est un exemplaire rare. Comment l'as-tu obtenu ?» Je ne lui racontai pas toute la vérité, me contentant de dire que je l'avais reçu d'une dame experte en plantes médicinales. Le professeur parcourut le livre avec attention, admirant chaque illustration. « Et ces notes dans les marges, elles sont toutes de toi ?» demanda-t-il. Je hochai la tête, un peu gênée. J'avais pris soin d'écrire mes propres observations à côté de certaines plantes, complétant ce qu'Agathe m'avait enseigné. « Impressionnant », murmura-t-il. « Certaines remarques ne figurent dans aucun ouvrage que je connaisse. C'est du savoir pur, transmis par l'expérience. » Après cette nuit, le professeur commença à me prêter davantage de livres. Il me questionnait sur mes connaissances et me montrait de nouvelles techniques et notions. Il se rendit vite compte que, malgré mon éducation formelle limitée, j'avais une compréhension intuitive et pratique de la botanique que beaucoup de ses étudiants universitaires ne possédaient pas. Avec le temps, lui et Madame Philomène devinrent presque des figures parentales pour moi. Ils ne cherchaient jamais à creuser mon passé et respectaient mon silence. Mais ils m'aidaient à construire un futur. Encouragé par eux, je commençai à suivre des cours du soir dans une école pour adultes. Les débuts furent difficiles. J'avais honte d'être plus jeune que mes camarades et d'ignorer des notions qui semblaient simples. Mais ma volonté surpassait ma gêne. Entre 1954 et 1958, je travaillais comme domestique chez les Vauvet le jour, et je dévorais les livres la nuit. Parfois, je lisais jusqu'à l'aube, les yeux brûlants par la faible lumière. Voyant mes efforts et ma passion, le professeur m'emmenait parfois à l'université le week-end. Quand il n'y avait pas cours, il me montrait le laboratoire, l'herbier et le jardin botanique. Il me laissait assister à ses expériences, m'expliquant chaque étape. Je me souviens de la première fois que je regardais à travers un microscope et que je vis la structure d'une cellule végétale. C'était comme découvrir un monde invisible, toujours là mais jamais perçu à l'œil nu. En 1958, grâce à une autorisation spéciale, je pus suivre certains cours en tant qu'auditrice libre. Je m'asseyais au fond, silencieuse, absorbant chaque explication. Certains étudiants me jetaient des regards méprisants, jugeant étrange qu'une domestique assiste aux cours.
D'autres ne prêtaient même pas attention à moi, et cela m'était égal. J'étais là pour apprendre, pas pour me faire des amis. L'année suivante, un autre miracle se produisit. Le professeur me procura un emploi d'assistante de laboratoire à l'université. Ce n'était pas grand-chose, dit-il. Tu t'occuperas de la verrerie, tu rangeras les échantillons et tu prendras soin des plantes dans la serre, mais c'est un pied dans la porte. Pour moi, c'était bien plus qu'un simple emploi. C'était un rêve que je n'avais jamais osé formuler. Travailler à l'université, même dans un rôle modeste, signifiait accéder à des connaissances, à des personnes et à des opportunités qui m'auraient été impossibles autrement. Ma détermination à étudier devint encore plus forte. Peu de temps après, j'obtins mon certificat d'études secondaires grâce aux cours du soir. C'était la première fois que j'avais un diplôme, une preuve tangible que j'avais accompli quelque chose par mes propres efforts. Le jour de la remise des diplômes, je pleurais comme une enfant, pensant à la petite fille effrayée qui s'était enfuie du domaine 6 ans plus tôt. Mais cela ne suffisait pas. Je voulais aller plus loin, atteindre beaucoup plus. Avec l'aide du professeur Vauvert, qui me considérait presque comme sa propre fille, j'obtins en 1961 une place spéciale à la faculté de biologie. Il s'agissait d'un programme adapté aux étudiants ayant une expérience pratique confirmée. J'y fus accepté davantage pour mes compétences et mes connaissances en laboratoire que pour mes résultats à un examen formel. C'est à ce moment-là que j'adoptai le nom professionnel de Sidonie Vauvert. Je conservai mon prénom, le seul qui m'appartenait vraiment. C'était un signe de reconnaissance envers le professeur et Madame Philomène, qui m'avaient offert un nouveau départ. Légalement, je restais Sidonie Pfort. Mais dans le monde académique, dans mes publications et recherches, j'utilisais désormais le nom de Sidonie Vauvert. Les années passées à la faculté furent exigeantes mais enrichissantes. Je suivais les cours le jour, travaillais au laboratoire l'après-midi, et aidais encore chez les Vauvert dès que possible, non plus comme domestique mais comme membre de la maison. Mon intérêt se précisa peu à peu. Je voulais comprendre les plantes invasives, leur fonctionnement, leur adaptation et la manière dont elles dominaient d'autres espèces. Le professeur Vauvert trouvait mon intérêt inhabituel mais me soutenait entièrement. Il orientait mes recherches et me donnait accès à des études et publications rares que peu d'étudiants pouvaient consulter. Après mes études, je me spécialisai précisément dans ce domaine, les plantes invasives françaises. Entre 1965 et les années suivantes, je consacrai ma vie à les étudier, les cataloguer et les comprendre. Je fis du travail de terrain partout en France, dans les Landes de Bretagne, les Alpes, le bassin méditerranéen et les Pyrénées. Je collectai des échantillons, réalisai des expériences, publiai des articles, obtenu des bourses et participai à des congrès scientifiques. Je m'intéressais particulièrement aux plantes grimpantes agressives, celles qui étouffaient les autres plantes en leur volant lumière et espace. J'élaborai ma propre méthodologie pour observer comment elles contournent les défenses naturelles d'autres espèces. C'était fascinant d'étudier leur stratégie de survie, leur ténacité et leur incroyable capacité d'adaptation. Lors d'une expédition dans les Cévennes en 1968, je découvris une plante grimpante particulièrement remarquable. Les habitants l'appelaient tutu. Elle montrait une résistance incroyable à toutes les méthodes classiques de contrôle. Les herbicides habituels étaient inefficaces. Le feu ne faisait que ralentir sa croissance pour un temps. La simple taille semblait ne faire que renforcer sa vigueur. On aurait dit qu'elle avait évolué pour survivre à toutes les tentatives humaines de l'éliminer. Je rapportai des spécimens au laboratoire de l'université et commençai à les étudier dans des conditions contrôlées. J'observais leur croissance, leur propagation et leur réaction à différentes contraintes. Je sélectionnais les graines des plantes les plus résistantes et vigoureuses, créant au fil des générations une lignée particulièrement robuste et agressive. Tout cela au nom de la science, bien sûr, du moins, c'est ce que je notais dans mes rapports officiels. Pendant toutes ces années, je restais en contact avec Agathe grâce aux lettres que Julien apportait lors de ses visites. Elle continuait de vivre près de l'ancien domaine, vieillissante mais toujours active avec ses plantes médicinales. Dans ses lettres, elle ne mentionnait jamais mon grand-père, et moi je faisais de même. C'était un accord tacite entre nous. Le passé restait derrière nous. Je lui racontais mes recherches, mes voyages et mes découvertes. Elle me parlait des nouvelles plantes qu'elle trouvait, des remèdes qu'elle préparait et des gens qu'elle aidait. Aujourd'hui, je veux proposer un petit test pour ceux qui me lisent. Je veux voir qui peut reconnaître l'âme d'un botaniste, qui peut appuyer sur le bouton « J'aime » après avoir appris que j'ai consacré plus de 15 ans à étudier la nature pour atteindre une forme de justice.
Il est facile de juger quand on n'a jamais eu l'âme façonnée par l'expérience. Vous qui êtes arrivé jusque-là, aurez-vous le courage d'aimer l'histoire d'une femme âgée qui a utilisé sa science pour rendre justice? Montrez-le en appuyant sur ce pouce levé, comme pour dire que vous comprenez que parfois les racines de la justice poussent dans un sol acide. Puis, un jour, je reçus une nouvelle qui bouleversa tout. Julien arriva avec une lettre différente, écrite non par Agathe, mais par une voisine. Elle disait simplement qu'Agathe était décédée, rejoignant ses ancêtres, comme elle l'avait toujours prédit. Je pleurai pendant plusieurs jours. J'avais perdu non seulement un mentor, mais une seconde mère. La personne qui avait sauvé ma vie et m'avait montré un chemin lorsque tout semblait perdu. Décidé à au moins rendre hommage à sa tombe, je suis revenu brièvement dans la région du domaine. C'était étrange de marcher à nouveau sur ces terres après tant d'années, avec tous ces souvenirs douloureux et ces fantômes silencieux. J'appris qu'Agathe avait été enterrée dans un petit cimetière privé du domaine, réservé aux habitants de la propriété. Je n'ai pas osé m'y approcher. La peur d'être reconnu, même après tant d'années, persistait. Lors de cette courte visite, Julien m'informa que mon grand-père, maintenant veuf et âgé de 75 ans, restait actif. Madame Isabelle était décédée des années plus tôt, consumée par le chagrin, disait-on. Mais lui, malgré son âge, semblait intact, à la fois énergique et cruel. Il continuait d'être le producteur de roses le plus respecté de la région. Il remportait encore des prix lors des expositions et demeurait craint et admiré. De loin, j'observais le domaine. Il avait beaucoup changé. De nouvelles constructions, davantage de serres, un système d'irrigation moderne captant l'eau de la rivière et la redistribuant sur l'ensemble de la propriété. L'entreprise avait prospéré, et je ne pus m'empêcher d'imaginer combien d'autres petites filles avaient souffert à ses mains au fil des années, combien avaient trouvé le moyen de s'échapper, combien avaient été réduites au silence pour toujours. À ce moment, une décision se forma en moi. Je n'étais pas revenu dans l'idée de me venger. Je pensais que cette partie de ma vie appartenait au passé. Mais voir ce vieillard impuni, prospérant, tandis qu'Agathe reposait dans une tombe que je ne pouvais même pas visiter, ralluma quelque chose en moi. Cette graine dure née le jour de mon 12e anniversaire était enfin prête à germer. De retour à Grenoble, j'organisai mes affaires et commençai à planifier. En 1972, forte de ma réputation déjà établie de spécialiste en botanique, j'écrivis à mon grand-père, indirectement bien sûr. J'utilisai un collègue de l'université pour le contacter, affirmant que le docteur Sidonie Vauvert souhaitait visiter sa célèbre collection de roses dans le cadre d'une étude sur les techniques de culture. Vaniteux et désireux de briller devant des universitaires, il accepta sans hésiter. Je me préparai méticuleusement pour cette visite. Je transformai complètement mon apparence. Lunettes à monture épaisse, cheveux attachés en un chignon sévère, vêtements formels de professeur. Je rassemblai toute la documentation nécessaire sous mon nom professionnel. J'exerçai ma voix et ma gestuelle pour adopter un ton plus formel, plus posé, rien ne rappelant la fillette effrayée qui s'était enfuie près de 20 ans auparavant. Lorsque nous nous rencontrâmes enfin, mon cœur battait si fort que j'aurais cru qu'il pourrait l'entendre. Mais lui ne montra aucun signe de reconnaissance. Il me traita comme n'importe quel visiteur important, avec une courtoisie superficielle dissimulant un mépris latent pour tous. Il me fit visiter les serres, exposa ses techniques, se vanta de ses prix et de sa réputation internationale. Ses yeux ne voyaient que la femme que j'étais devenue. Jamais la fillette que j'avais été. Pour lui, je n'étais qu'une universitaire de passage, fascinée par sa collection, son savoir et son empire. S'il avait su qui se tenait réellement devant lui, il aurait probablement eu une attaque sur le champ. Pendant la visite du domaine, j'ai repéré le point faible du système, l'irrigation centrale. Toutes les serres étaient alimentées par un unique réservoir distribuant l'eau à l'ensemble du domaine. C'était un système moderne, efficace, parfaitement adapté à ce que j'avais en tête. À la fin de la visite, près de ce réservoir, j'ai déclenché la phase finale de mon plan. J'ai sorti de mon sac un petit flacon contenant les graines soigneusement sélectionnées de la plante grimpante tutu que j'avais étudiée pendant des années. Au moment calculé, j'ai trébuché et laissé tomber le flacon dans l'eau. « Oh, je suis désolé », ai-je murmuré, simulant la gêne. Je me suis baissé pour ramasser le flacon, mais j'ai laissé intentionnellement tomber plusieurs graines dans l'eau à l'entrée du système de distribution. Mon grand-père, irrité par ma maladresse supposée, n'a rien remarqué. Je quittai le domaine ce jour-là avec une sensation étrange au creux de la poitrine. Ce n'était ni soulagement ni satisfaction.
C'était plus complexe, plus profond. Pour la première fois depuis mes 12 ans, je respirais sans sentir le poids oppressant de la serre sur ma poitrine. Quoi qu'il advienne, j'avais bouclé un cycle. J'avais affronté mon monstre personnel et il ne m'avait même pas reconnu. D'une certaine façon, c'était une victoire plus grande que toute vengeance directe. Ce que j'ignorais, c'est que ces petites graines, tombées dans l'eau, allaient croître et se répandre beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de force que je n'aurais jamais pu l'imaginer. En peu de temps, tout l'empire que mon grand-père avait bâti avec tant d'orgueil commencerait à s'effondrer, étouffé par des racines qu'il n'aurait jamais crues destructrices. Après avoir quitté le domaine, je retournai à Grenoble et repris ma vie normale, donner des cours, mener mes recherches, encadrer mes étudiants. Mais une part de moi était restée là-bas, dormant comme une graine attendant la pluie parfaite pour germer. Ma vengeance était plantée, il ne restait qu'à attendre le moment opportun. Je n'en parlais à personne, pas même au professeur Vauvert, déjà retraité mais toujours comme un père pour moi. Je demandais à Julien de garder un œil discret sur la situation et de me tenir informé à chacune de ses visites dans la région. Il ignorait la nature exacte de mon acte, mais il comprenait qu'un événement majeur se préparait. Les 2 premiers mois, rien d'inhabituel ne se produisit. Tout est normal au domaine de Monsieur Noirterre, me disait-il. Je commençais à m'impatienter, redoutant que les graines n'aient pas germé ou qu'elles aient été filtrées par le système d'irrigation. Ce n'est qu'au bout du 3e mois que les premières nouvelles me parvinrent. Ils ont un problème de parasites dans les serres, m'expliqua Julien. Monsieur Noirterre est furieux. Il n'a jamais vu une plante grimpante de ce genre ici. Elle envahit tout. Un frisson me parcourut l'échine. Ça fonctionnait exactement comme prévu. Les graines que j'avais laissées tomber avec soin avaient été emportées par l'eau du système d'irrigation et avaient atteint toutes les serres du domaine. Là, avec la température régulée, l'humidité parfaite et le sol fertile, elles avaient trouvé le terrain idéal pour germer et se développer. Cette plante grimpante n'était pas ordinaire. C'était le fruit d'années de recherche et de sélection. J'avais choisi les lignées les plus agressives, les plus résistantes, les plus déterminées à survivre. Chaque caractéristique avait été soigneusement sélectionnée, des racines étendues, une croissance rapide, la capacité de s'accrocher à toute surface, et une résistance naturelle à la plupart des herbicides disponibles à l'époque. On aurait presque dit que j'avais créé une plante sur mesure pour s'attaquer à ce que mon grand-père chérissait le plus. Au fil des mois, Julien me rapportait des nouvelles de plus en plus inquiétantes. La situation devient critique, me dit-il lors d'une de ses visites. La plante pousse plus vite qu'ils ne peuvent la couper. Chaque fois qu'ils la taillent, elle revient encore plus vigoureuse. Monsieur Noirterre avait fait venir 3 spécialistes de Paris, mais personne n'arrivait à résoudre le problème. Je savais exactement ce qui se passait. La plante grimpante possédait un réseau racinaire étendu et interconnecté. Couper la partie aérienne ne servait à rien. En quelques jours, de nouvelles pousses apparaissaient, plus fortes que les précédentes. Et le système d'irrigation continuait de disperser les graines à travers toute la propriété, créant de nouveaux foyers d'infestation. C'était comme une peste, mais une peste intelligente, qui apprenait de chaque tentative pour l'éliminer. Mon grand-père avait essayé tous les herbicides disponibles à l'époque, Iocade, Paraca, même de l'arsenic, encore utilisé malgré sa toxicité. Rien ne fonctionnait entièrement. La plante grimpante avait développé une résistance à la plupart des produits, et les rares spécimens détruits étaient rapidement remplacés par une nouvelle génération née des graines déjà disséminées. 6 mois après ma visite, la situation était déjà critique. Les plantes envahissaient la serre principale, celle où étaient conservées les roses les plus rares et précieuses de sa collection. Julien m'avait décrit la scène. On dirait un film d'horreur. Elles sont partout, grimpent sur les murs, au plafond, s'enroulant autour des roses. Certaines sont complètement étouffées. Je pouvais parfaitement imaginer les tentacules verts étouffant les fleurs délicates, leur volant lumière, espace et air. C'était comme des doigts verts serrant doucement mais inexorablement, une vengeance silencieuse et implacable, la nature appliquant sa justice sans hâte ni colère. À l'été 1973, moins d'1 an après ma visite, j'appris que toute la collection de roses primées de mon grand-père avait été perdue. Aucune n'avait survécu à l'attaque implacable de la plante grimpante. Certaines espèces rares, cultivées avec des décennies de soins et de croisements minutieux, avaient été complètement détruites. C'était une perte inestimable, non seulement financière, mais aussi en termes de réputation et d'héritage. Mon grand-père dépensa une fortune pour tenter de sauver ce qui restait. Il fit venir des spécialistes de Paris, de Lyon,
et même un Américain venu étudier les parasites agricoles en France. Il acheta des produits chimiques expérimentaux, du matériel de pulvérisation coûteux, et paya des ouvriers supplémentaires pour arracher manuellement les plantes grimpantes. Tout fut vain. L'infestation avait atteint un point de non-retour. Les commandes internationales furent annulées. Personne ne voulait risquer d'acheter des roses provenant d'un domaine infesté. Les prix dans les expositions, autrefois assurés, allaient maintenant à d'autres producteurs. La réputation bâtie pendant des décennies s'effondra en quelques mois. Les anciens amis terriens qui autrefois le flattaient se tenaient désormais à distance, craignant la propagation de la peste sur leur propre terre. Les banques, qui faisaient la queue pour lui accorder du crédit, réclamaient maintenant le remboursement de dettes accumulées face aux dépenses extravagantes pour combattre l'infestation. En peu de temps, la situation financière du domaine devint intenable. Julien me raconta la fin. Un matin de septembre, mon grand-père effectuait sa ronde habituelle dans la serre principale. Depuis quelque temps, selon les employés, il semblait obsessionnel, se levant à l'aube pour vérifier qu'aucune nouvelle plante grimpante n'était apparue pendant la nuit. Ce matin-là, il découvrit sa rose la plus précieuse, une espèce très rare qu'il avait lui-même créée et nommée en son honneur, complètement envahie par la plante grimpante invasive. C'était trop pour lui. Au milieu de la serre qui avait autrefois été sa fierté, il fut frappé par une crise cardiaque foudroyante. Quand les employés le trouvèrent, il était déjà trop tard. La nouvelle de sa mort me surprit, non pas par la disparition elle-même, mais par ce que je ressentis. Ce n'était ni joie, ni satisfaction, ni soulagement. C'était un vide étrange, comme si quelque chose qui avait occupé un espace immense en moi venait soudainement de disparaître. Le monstre qui m'avait tourmenté si longtemps, qui avait façonné ma vie de tant de façons, n'était maintenant qu'un vieil homme mort dans une serre en ruine. Je ne savais pas si j'avais gagné ou perdu dans cette bataille. Quelques semaines plus tard, je reçus une visite inattendue dans mon bureau à l'université. Un homme en costume, portant une serviette en cuir, se présenta à mon bureau. Il se présenta comme maître Dubois, notaire de Bruyères-sur-Loire. Il était venu me parler de l'héritage d'Armand Noirterre. Héritage, demandai-je, encore abasourdi. Il expliqua que, comme je représentais la seule parente directe encore en vie et que mon grand-père n'avait eu aucun autre enfant que mon père, j'étais l'héritière légale des terres et des propriétés. Comment m'avez-vous retrouvé, voulus-je savoir, encore sous le choc. Il répondit qu'il avait mené des recherches dans les registres et découvert mon vrai nom. Bien que j'utilise professionnellement le nom de Sidonie Vauvert, légalement, j'étais toujours Sidonie Pelfort, fille légitime d'Armand Noirterre. Un vrai travail de détective, sourit-il, mais cela fait partie de mon métier, localiser les héritiers, même les plus éloignés. Le notaire ne cacha pas que la situation du domaine était complexe. Il était criblé de dettes à cause des dépenses effrénées pour lutter contre l'infestation. Les banques menaçaient de saisir l'hypothèque. Les créanciers faisaient la queue pour récupérer ce qui leur était dû. Franchement, mademoiselle, je ne sais pas si accepter cet héritage vaut la peine. Vous pourriez hériter de plus de problèmes que de solutions. Je demandai quelques jours pour réfléchir. En réalité, je savais déjà ce que j'allais faire, mais j'avais besoin de clarifier mes idées et de vérifier si c'était vraiment possible. Je consultai quelques collègues du département de droit, des spécialistes en récupération de zones dégradées, et même un comptable pour évaluer la situation financière. Finalement, je décidai d'accepter l'héritage. Non pas pour sa valeur matérielle, presque négative à ce moment-là, mais pour sa signification symbolique. La terre où j'avais souffert serait désormais le lieu de ma rédemption. Quand je retournai officiellement au domaine, en tant que propriétaire légitime, la sensation était indescriptible. Je marchais sur les mêmes chemins que j'avais parcourus enfant, effrayé et surveillé. Je pénétrai dans le manoir où je n'avais jamais été autorisé à entrer, sauf pour le nettoyage. Je regardais les serres, désormais envahies par la végétation invasive. C'était comme un rêve étrange, où les rôles s'étaient complètement inversés. Les ouvriers les plus âgés, qui se souvenaient encore de la petite fille disparue presque 20 ans auparavant, m'observaient avec étonnement. Certains vinrent me parler en privé. Ils me demandèrent pardon de n'avoir rien fait à l'époque. Nous savions, Madame Sidonie, dit Pierre, maintenant un vieil homme appuyé sur sa canne. Nous savions ce qui se passait dans cette serre, mais personne n'avait le courage d'affronter votre grand-père. Il était comme un dieu ici. Il pouvait détruire quiconque d'un claquement de doigts. Je ne leur en voulais pas. Qu'auraient-ils pu faire ? Ils étaient autant prisonniers du système que moi,
pris dans une toile de peur et de dépendance dont peu parvenaient à se libérer. Au lieu de récrimination, j'ai offert du travail, de la continuité, une chance de participer à quelque chose de nouveau et de meilleur, né des ruines de l'ancien. Dans les premiers jours, en rangeant les affaires de mon grand-père, j'ai fait une découverte troublante. Dans un double fond du secrétaire du bureau, j'ai trouvé une boîte contenant plusieurs vieux carnets. C'étaient des journaux écrits de sa petite écriture précise, datant bien avant ma naissance et allant jusqu'à peu avant sa mort. J'ai commencé à lire et j'ai rapidement souhaité ne jamais les avoir trouvés. Dans ces carnets, il confessait tout, non seulement ce qu'il m'avait fait, mais aussi à d'autres filles avant et après moi. Filles d'employés, jeunes habitantes du village voisin, et même certaines femmes de la ville venues travailler au domaine. Un registre méthodique et froid de décennies d'abus. Écrit presque comme un journal scientifique, avec des observations cliniques sur ses victimes. C'était à en avoir la nausée. Ma première impulsion fut de rendre ces journaux publics, d'exposer la vraie nature de ce producteur respecté. Mais j'ai compris que cela ne ferait que blesser davantage les victimes. Beaucoup de ces filles, désormais adultes, avaient reconstruit leur vie, parfois sans jamais confier ce qu'elles avaient subi. Il n'était pas juste d'exposer leur traumatisme au monde. J'ai gardé les journaux en lieu sûr, déterminé à ne pas salir les vies qu'il avait déjà brisées, mais aussi à empêcher que sa mémoire soit vénérée comme celle d'un homme bon. Les premiers mois en tant que propriétaire du domaine furent d'un travail intense. J'ai négocié avec les banques, utilisant ma réputation académique comme garantie que je saurais remettre la propriété sur pied. J'ai proposé des délais plus longs et des conditions plus favorables, promettant de transformer le lieu en centre d'études et de recherche, apportant prestige et rayonnement à la région. Certains créanciers ont accepté, d'autres n'avaient pas le choix. C'était accepter ma proposition ou ne rien recevoir du tout. La première chose que j'ai faite fut de transformer la serre principale. Pas simplement la démolir, mais la métamorphoser. J'ai retiré les vitres, laissant la structure métallique tel un squelette. Au même endroit où j'avais subi tant de violence, j'ai planté un jardin de plantes médicinales indigènes. Chaque espèce soigneusement choisie, chacune avec des propriétés curatives, chacune symbolisant la transformation de la douleur en guérison. C'était ma façon d'exorciser les démons de ce lieu. Le contrôle de la plante grimpante invasive constitua le défi suivant. Cela pouvait sembler ironique, mais personne ne connaissait mieux cette plante que moi. J'avais passé des années à l'étudier, à comprendre son cycle de vie, ses forces et ses faiblesses. J'ai développé une méthode naturelle de contrôle, combinant d'autres plantes indigènes qui produisaient des substances inhibant sa croissance, des insectes qui se nourrissaient spécifiquement d'elle, et des techniques de gestion empêchant sa propagation. Je ne voulais pas éliminer complètement la plante grimpante. Elle avait un rôle dans l'écosystème, et elle avait été mon allié dans la justice que j'avais cherchée. Je voulais seulement la domestiquer, montrer qui commandait. Peu à peu, le domaine commença à se transformer. Grâce à mes connaissances en récupération de zones dégradées, mes techniques de culture durable et ma gestion intégrée, j'ai redonné vie et équilibre à ces terres. Là où autrefois régnait la monoculture, la diversité s'épanouissait désormais. Là où autrefois le poison semblait la seule solution, le contrôle biologique et la gestion écologique prédominaient maintenant. J'ai tenu à embaucher principalement des femmes de la région pour travailler au domaine, particulièrement celles qui avaient le moins d'opportunités, veuves, mères célibataires, personnes âgées sans retraite. Beaucoup étaient les filles ou petites-filles des anciens employés du domaine, qui avaient vécu sous le joug de mon grand-père. Je leur ai enseigné ce que je savais sur les plantes, la culture, la guérison. J'ai créé des ateliers, des cours, des opportunités d'apprentissage. Je voulais que ce lieu, autrefois source de tant de souffrance, devienne un centre de connaissance et d'émancipation. Beaucoup se demanderaient si j'ai été cruel en mettant mes connaissances scientifiques au service de la destruction de ce que mon grand-père chérissait le plus. Utiliser des plantes pour éliminer un prédateur qui se servait des mêmes plantes comme excuse pour abuser d'une enfant peut sembler extrême. Ai-je dépassé les limites ? À votre place, vous jugerez. Continuez votre route sans regarder en arrière ni chercher votre propre justice par vos mains. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La nature ne juge pas une plante qui perce le béton pour atteindre la lumière. Au fil du temps, le domaine, que j'avais rebaptisé Centre d'études botaniques Agathe, a gagné une réputation dépassant largement les frontières régionales. Je l'avais transformé en un laboratoire vivant où chercheurs et étudiants pouvaient observer des techniques de restauration écologique en action. Ils pouvaient étudier la flore indigène et développer des méthodes de culture durable.
Les anciennes serres, converties en espaces ouverts, étaient devenues de véritables salles de classe en plein air. Ma carrière académique s'épanouissait parallèlement au domaine. J'avais mis au point des techniques naturelles de lutte contre les parasites, reconnues à l'échelle nationale. J'avais publié des articles majeurs sur les plantes invasives et leur gestion, utilisant, de manière ironique, comme étude de cas la grimpante qui avait détruit la collection de mon grand-père, sans jamais révéler mon rôle dans sa diffusion. Dans les années 80 et 90, les invitations pour des conférences et cours dans les universités françaises se sont multipliées. Je parcourais le pays pour partager les connaissances accumulées au fil de décennies d'études et de pratiques. Je transmettais toujours les leçons d'Agathe, mêlant la science académique à sa sagesse traditionnelle. J'avais tenu à documenter et préserver son savoir sur les plantes. J'ai constitué une collection d'entretiens, de recettes, de méthodes de préparation de remèdes naturels, ainsi que des techniques de culture et de récolte transmises par Agathe et d'autres aînés de la région. C'était ma manière de lui rendre hommage et de m'assurer que sa connaissance continuerait de vivre à travers les nouvelles générations. Le domaine est devenu un centre de référence, tissant des partenariats avec des universités de tout le pays. J'accueillais étudiants pour des stages, chercheurs pour des projets de terrain et professeurs pour des cours d'extension. Recevoir de jeunes femmes intéressées par la botanique et leur offrir les opportunités et le soutien que je n'avais jamais eu était une satisfaction unique. Mon travail de catalogage et de préservation des espèces indigènes a mené à plusieurs découvertes importantes. 3 espèces, jusque-là non classifiées, ont fini par recevoir mon nom scientifique lorsqu'elles furent officiellement enregistrées. Voir mon nom associé à une espèce botanique fut un honneur que la petite fille qui fuyait le domaine de mon enfance n'aurait jamais osé imaginer. Aujourd'hui, avec le recul que l'âge apporte, je comprends que ma véritable revanche ne résidait pas dans la destruction de la collection de roses de mon grand-père. Ce geste n'était qu'un tremplin vers quelque chose de plus grand. La véritable revanche consistait à métamorphoser le lieu qu'il avait utilisé pour faire souffrir tant de vie en un espace de soins, de savoir et de renaissance. Lui cherchait le contrôle, la domination et la destruction. J'ai choisi de nourrir, d'instruire et de protéger. Au bout du compte, les véritables bénéficiaires n'étaient ni lui ni moi. Ce sont les plantes, la terre et les personnes qui profitent aujourd'hui de ce que j'ai bâti sur les ruines de son empire. Tout ce qu'il chérissait, pouvoir, autorité, argent, prestige bâti sur la peur, s'est éteint avec lui. Tout ce que j'ai appris à estimer, la connaissance, la communauté, l'équilibre, la guérison, perdurera bien au-delà de mon existence. Comme je le répète toujours à mes étudiants, la nature possède une patience infinie. Chaque graine semée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, finit par germer. Il nous revient seulement de choisir avec attention ce que nous semons. Aujourd'hui, à mes 5-20 ans, je vis dans une maison modeste mais chaleureuse, à proximité de Saint-Florent-le-Vieil. La direction de l'Institut de recherche, autrefois le domaine de mon grand-père, est désormais confiée à ma fille aînée adoptive, Agathe, prénommée ainsi en hommage à celle qui m'a sauvée. Pour ma part, je continue à intervenir comme consultante, offrant mes conseils lorsqu'on me sollicite et parfois, je l'avoue, même lorsqu'on ne me les demande pas. Ma demeure est simple, construite en pierres apparentes avec un toit de tuiles, entourée d'une large véranda qui en fait le tour. Depuis là, je peux observer mon jardin expérimental où je poursuis mes croisements de plantes. J'étudie le comportement des espèces locales et veille à maintenir en vie certaines raretés menacées. Un petit espace est entièrement dédié aux plantes médicinales, celles qu'Agathe m'a enseigné à reconnaître et à utiliser il y a des années, ainsi que d'autres que j'ai découvertes au fil de ma vie. Le centre d'études botaniques Agathe, que j'ai érigé des cendres du domaine de mon grand-père, est aujourd'hui reconnu au niveau national. Il accueille chercheurs et étudiants de toute la France et même de l'étranger. Il propose des cours, développe des techniques de culture durable et veille à la conservation d'espèces en danger. Ce qui était autrefois un empire bâti sur la souffrance est devenu un lieu de savoir, de guérison et d'espérance. Les mêmes serres où j'avais vécu mon enfer personnel se sont transformées en jardins ouverts, baignés de lumière et d'air, où les écoles viennent initier les enfants à la nature. Les habitants de la région me surnomment la Dame des Plantes. Les plus âgés se rappellent vaguement la petite fille de Monsieur Noirterre qui avait disparu un jour. Mais peu font le lien avec la scientifique reconnue qui est revenue des décennies plus tard. Je préfère que les choses restent ainsi. Je ne souhaite pas être définie par ma souffrance ni par ce que j'ai enduré. Je veux être jugée pour ce que j'ai bâti ensuite. Ma routine est simple et pourtant pleinement satisfaisante. Je me lève avec le soleil, quand la rosée brille encore sur les feuilles. Je savoure mon café sur la véranda.
observant les oiseaux se déplacer dans le jardin. Puis je m'occupe des plantes, arroser, tailler, récolter des graines, préparer des boutures. J'ai un petit carnet où je note tout, les floraisons, la production des graines, la réaction des plantes selon le sol et l'eau. Même après tant d'années, chaque germe, chaque fleur qui s'ouvre me fascine toujours. Chaque éclosion est un petit miracle à mes yeux. L'après-midi, je reçois le plus souvent des visiteurs. Des étudiants cherchant des conseils, des agriculteurs locaux avec des questions sur un parasite, des femmes de la communauté en quête d'un remède naturel. Parfois, je me rends au centre pour donner une conférence ou participer à une réunion. Le soir, j'aime rester dans ma bibliothèque, entourée des livres accumulés tout au long de ma vie. Certains sont rares, d'autres portent les dédicaces de collègues ou d'anciens étudiants. J'y note mes observations et rédige occasionnellement des articles, ou me contente simplement de relire mes anciennes notes, comme on feuillette un album de souvenirs. Ma vie n'a pas été entièrement consacrée au travail et à l'étude, contrairement à ce que l'on pourrait croire. À 50 ans, alors que j'imaginais passer le reste de mes jours seul, j'ai rencontré Pascal, un botaniste suisse venu faire des recherches à l'Institut. C'était un homme calme, au sourire facile et aux mains douces. Différent de tous ceux que j'avais connus, il n'a jamais cherché à me contrôler ni à me modeler selon sa vision. Certaines plantes ont besoin d'espace pour s'épanouir à leur rythme, me disait-il. On ne taille pas une orchidée comme on taille un rosier. Notre mariage a duré 25 ans, jusqu'à ce qu'il nous quitte d'une crise cardiaque il y a 10 ans. Ce furent des années de complicité, de respect mutuel et d'un amour tranquille. Nous n'avons jamais eu d'enfant biologique, un choix réfléchi de ma part. Comme je l'avais expliqué à Pascal dès nos débuts, certaines terres s'épuisent quand elles ont trop été maltraitées. Il avait compris, sans que je doive ajouter le moindre mot. C'était un homme de cette trempe. Pourtant, la vie m'a offert 2 filles d'une autre manière. Au début des années 80, 2 petites orphelines, Agathe âgée de 10 ans et Fleur de 8 ans, se retrouvèrent sans famille après un tragique accident de la route qui emporta leurs parents. Elles étaient les enfants d'un employé de l'Institut et n'avaient aucun proche capable de prendre soin d'elles. J'ai décidé de les adopter, bien que je sois encore célibataire à cette époque. Ce fut sans doute la meilleure décision que j'ai jamais prise. Aujourd'hui, Agathe dirige l'Institut avec la même rigueur et sagesse que celle qui avait donné son nom à mon mentor. Fleur, quant à elle, est devenue médecin, spécialisée dans l'accompagnement des victimes de violences. Un autre type de guérison, mais tout aussi indispensable. Toutes 2 m'ont donné des petits-enfants qui illuminent mes années de vieillesse. Quand ils viennent me rendre visite, je les inonde d'histoires sur les plantes, je leur prépare des infusions d'herbes variées qu'ils prétendent apprécier pour me faire plaisir, et je les emmène dans le jardin pour nommer chaque espèce par son nom scientifique. Ils lèvent les yeux au ciel, mais je sais qu'un jour, ce savoir leur sera précieux. Une graine semée n'est jamais perdue, même si sa germination prend du temps. Malgré tout le bonheur que j'ai pu construire, certaines blessures restent intactes. Même après toutes ces années, je ne peux toujours pas pénétrer dans une serre close. La sensation oppressante, l'odeur mêlée d'humidité et de végétal, le claquement de la porte qui se referme, tout cela me ramène instantanément à ces jours terribles. Quand je dois travailler avec des plantes nécessitant un environnement contrôlé, je privilégie toujours un espace ouvert et je demande systématiquement l'assistance d'un assistant. Les premières années après ma fuite furent remplies de difficultés relationnelles. Tout contact trop intime, un geste sur mon bras ou mon épaule, déclenchait une panique immédiate. Je fuyais, je m'isolais, j'érigeais des murs invisibles. Ce n'est qu'avec le temps, la patience, et la rencontre de personnes respectueuses de mon espace que j'ai pu relâcher un peu mes défenses. Pascal a été central dans ce cheminement grâce à sa patience infinie, sa manière de toujours demander avant un contact, et sa compréhension lorsque mes journées étaient mauvaises et que j'avais besoin de solitude. Les cauchemars se sont atténués avec les années, sans jamais disparaître complètement. Je me réveille encore parfois en pleine nuit, en sueur, le cœur battant, percevant l'odeur de cette serre et la voix de mon grand-père dans ma mémoire. Dans ces moments-là, je me lève, je prépare une infusion avec les herbes qu'Agathe m'a enseignées, et je m'assieds sur la véranda sous les étoiles, me rappelant que je suis libre, que j'ai survécu, et que j'ai transformé ma douleur en quelque chose de plus grand qu'elle. Je pense que mon héritage le plus précieux, au-delà de mes filles et petits-enfants, réside dans le programme de bourse que j'ai créé pour les jeunes issus des zones rurales, et tout particulièrement pour les filles, qui ont souvent moins de chances de poursuivre leurs études. Nous avons déjà formé des dizaines de biologistes,
d'agronomes, d'ingénieurs forestiers et de techniciens agricoles. Beaucoup retournent dans leur communauté et appliquent leurs connaissances pour améliorer la vie locale. D'autres choisissent la carrière académique, mènent des recherches, publient et repoussent les frontières de la connaissance. Chacun d'eux est comme une graine que j'ai semée et qui maintenant pousse et se développe par elle-même. Les techniques de culture durable élaborées à l'Institut ont été adoptées par de nombreux agriculteurs dans toute la région. Ces méthodes se passent de produits chimiques, préservent la qualité du sol et de l'eau, et allient les savoirs scientifiques et la sagesse traditionnelle. Quand je contemple une plantation saine, diversifiée, exempte de pesticides, un sentiment de fierté m'envahit profondément. Chaque champ semble être une extension de mon jardin expérimental. Il y a 5 ans, j'ai publié un ouvrage sur les plantes médicinales des Landes françaises. Ce n'était pas un traité académique rempli de termes techniques, mais un guide pratique, accessible, illustré et expliqué simplement. Je voulais que les connaissances qu'Agathe m'avait transmises ne restent pas enfermées dans le milieu universitaire. Le livre lui est dédié, bien sûr. Dans l'introduction, j'ai raconté son histoire, celle d'une femme sans éducation formelle, descendante de personnes venues d'Afrique, portant un savoir profond que la science moderne commence seulement à valider. Le livre en est déjà à sa 5e édition et je m'émeus de le voir corné, annoté, clairement utilisé dans les foyers de la région. L'ancien manoir, qui m'avait un jour semblé inaccessible et intimidant, abrite désormais une bibliothèque communautaire. On y trouve des livres pour tous les âges, tous les goûts et tous les niveaux de lecture. 2 fois par semaine, nous organisons des ateliers de lecture et d'écriture pour des adultes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école. Je pense souvent à la petite fille que j'étais, fascinée par un seul vieux livre de botanique, et j'imagine combien ma vie aurait été différente si j'avais eu accès à ce type de savoir dès mon enfance. L'une des initiatives dont je suis la plus fière est la mise en place de cours gratuits d'horticulture médicinale pour les femmes des zones rurales. Nous leur enseignons à identifier, cultiver et utiliser des plantes aux propriétés curatives. Ce n'est pas seulement une question de santé physique, c'est une question d'autonomie et de pouvoir prendre soin de sa famille sans dépendre de médicaments coûteux ou de médecins éloignés. Je porte littéralement le pouvoir de guérir entre mes mains. Au fil des années, j'ai mis au point quelques rituels qui m'aident à traverser les souvenirs difficiles et à célébrer le chemin parcouru. Chaque 17 mars, anniversaire de ma fuite du domaine, je célèbre avec une cérémonie de plantation. Je choisis une graine particulière, souvent d'une espèce rare ou menacée, et je la plante avec le plus grand soin dans un endroit choisi du jardin. C'est ma façon de marquer une nouvelle année de liberté et de me rappeler que j'ai survécu et que j'ai su m'épanouir. J'entretiens un parterre de marguerites uniques qui ne fleurissent que dans des conditions hostiles. Peu d'eau, sol pauvre, exposition directe au soleil. Toute autre plante y périrait. Mais ces marguerites non seulement survivent, elles produisent des fleurs d'un violet profond, presque irréel. Je me sens profondément relié à elles pour des raisons évidentes. Elles me rappellent chaque jour que la diversité peut engendrer une beauté inattendue. Chaque matin, je prépare une tisane avec le mélange d'herbes qu'Agathe m'a transmis. Citronnelle pour apaiser, mélisse pour réconforter le cœur, feuilles de mûrier pour fortifier. Je la bois lentement, savourant chaque gorgée en silence. C'est presque une méditation, un moment pour me reconnecter à mon histoire, à mes ancêtres, à la sagesse léguée par des mains noires et ridées, qui n'ont jamais publié d'articles scientifiques, mais qui connaissaient les secrets de la nature mieux que bien des docteurs. Je tiens un journal botanique distinct de mes carnets scientifiques. J'y note non seulement les caractéristiques des plantes, mais aussi ce qu'elles m'enseignent. La patience du cactus qui conserve l'eau des mois durant en attendant la pluie. La persistance de la fougère qui survit depuis l'époque des dinosaures. La générosité de l'arbre fruitier qui offre bien plus qu'il ne consomme. Chaque plante a une leçon à transmettre si l'on sait écouter. Ces dernières années, j'ai créé un groupe de soutien informel pour les femmes ayant subi des abus. Nous nous retrouvons une fois par mois dans le jardin de l'Institut. Parmi les plantes guérisseuses, nous partageons nos histoires, nos douleurs et nos victoires. Pour la première fois, je raconte ouvertement ce que j'ai vécu. Ce n'est jamais simple, même après tant d'années, mais je vois comment mon expérience aide d'autres femmes à comprendre qu'elles ne sont pas seules et qu'il est possible de survivre et de s'épanouir après un traumatisme. Comme je le répète toujours, toutes les cicatrices ne sont pas des blessures. Certaines sont des cartes qui tracent le chemin parcouru. Au fil de mes 85 années, certaines leçons se sont gravées en moi comme des marques sur l'écorce d'un vieil arbre. Certaines graines ne germent qu'après un incendie qui détruit tout. C'est vrai.
Ma passion pour la botanique, qui a structuré toute ma vie professionnelle, est née de l'expérience la plus douloureuse que j'ai jamais vécue. Sans l'horreur de la serre, je n'aurais peut-être jamais développé cette fascination pour comprendre et maîtriser le monde des plantes. La nature ne connaît pas la vengeance. Elle ne connaît que l'équilibre et la survie. Quand j'ai utilisé mes connaissances pour détruire la collection de mon grand-père, ce n'était pas par vengeance humaine mesquine, mais pour restaurer un équilibre. C'était pour rétablir un ordre profondément perturbé et pour empêcher qu'il fasse encore souffrir d'autres filles. La nature ne juge pas, ne hait pas, ne conserve pas rancune. Elle cherche toujours l'équilibre. Même la plante la plus toxique peut devenir un remède, à condition de connaître la dose appropriée. Le savoir que j'ai employé pour détruire m'a servi tout autant à reconstruire, à guérir, à transmettre. La même étude des plantes invasives qui m'a permis de créer le fléau qui a ruiné mon grand-père m'a ensuite aidé à mettre au point des techniques de contrôle biologique profitant à des milliers d'agriculteurs. Ce n'est pas l'outil qui est intrinsèquement bon ou mauvais. C'est l'usage que l'on en fait qui détermine son effet. Peu importe combien de temps une graine reste dormante, elle conserve en elle tout le potentiel pour devenir une forêt. Peut-être est-ce là la leçon la plus essentielle. J'ai passé des années à accumuler des connaissances, à planifier, à attendre le moment propice. La graine de ma libération, de ma transformation, est restée longtemps silencieuse en moi. Mais quand elle a trouvé les conditions idéales, elle a germé avec une force incroyable. D'une seule graine, ma fuite ce matin-là a fait naître toute une forêt de possibles, de vies nouvelles, de bienfaits s'étendant bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Je m'appelle Sidonie Pfort. De fillette abusée dans une serre de roses, je suis devenue une botaniste respectée, avec 3 espèces qui portent mon nom. Voici l'histoire qui est restée enfouie comme une graine dans un sol obscur pendant des décennies. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, ne laissez pas ce germe mourir. Abonnez-vous à la chaîne Sagesse de Mamie pour que d'autres fleurs sauvages comme moi puissent percer à travers le béton et raconter comment elles ont survécu aux tailles les plus sévères de la vie. Tant qu'il y aura une voix dans cette gorge vieillie et des histoires dans ce jardin de souvenirs, je serai là pour rappeler que même la plante la plus piétinée peut un jour offrir de l'ombre à celui qui l'a blessée. Aujourd'hui, assise sur ma véranda, en regardant ce qui fut jadis la serre principale de mon grand-père, je ressens une paix que j'ai mis tant de temps à conquérir. Le squelette métallique est toujours présent, mais au lieu d'emprisonner, il s'ouvre vers le ciel. Au lieu de roses rares cultivées pour la vanité d'un homme, il abrite maintenant un jardin diversifié de plantes indigènes, ouvert à tous pour visiter, étudier et admirer. Et parmi ces plantes, ironie du sort, je conserve quelques spécimens maîtrisés de cette même plante grimpante que j'avais jadis utilisée comme instrument de justice. Je l'ai domptée. J'ai compris ses limites et ses forces. Aujourd'hui, je l'emploie comme support pour permettre à des plantes plus fragiles de grimper et de capter la lumière. C'est une belle métaphore. Ce qui fut une arme de destruction est devenu un pilier pour une nouvelle vie. Cette petite fille qui avait été traitée comme une simple fleur décorative est devenue cette mauvaise herbe que personne n'a pu déraciner. Et comme toute mauvaise herbe qui se respecte, elle a survécu là où des plantes plus fragiles auraient succombé. Qui aurait imaginé que cette plante grimpante invasive, tant redoutée par mon grand-père, deviendrait celle qui m'a rendue libre? Aujourd'hui, je l'utilise dans mon jardin comme support, permettant à des espèces plus vulnérables de grimper et de capter la lumière. En regardant en arrière, je ne peux affirmer que tout a été parfait. J'ai mes doutes, mes moments de regret, mais je sais que j'ai agi comme il le fallait pour survivre, pour m'épanouir, et pour ne pas laisser le mal qui m'a été fait définir toute mon existence. Comme la nature nous l'enseigne, nous ne pouvons pas contrôler la tempête, le feu ou la sécheresse. Mais nous pouvons choisir comment y répondre. Nous pouvons nous briser, ou plier et revenir plus fort. Nous pouvons nous flétrir, ou ancrer nos racines plus profondément. Nous pouvons abandonner, ou nous adapter et trouver de nouveaux chemins pour croître vers la lumière. Telle a été ma décision. Et vous, quel sera votre choix?